Bonjour à tous, 大家好 pour nos amis chinois. Aujourd'hui, nous allons parler de la cité interdite de la dynastie Ming. 我们今天要讲明朝的故宫，明朝的紫禁城。C'était juste pour saluer nos amis chinois s'ils nous rejoignent. Voilà, les Français s'intéressent aussi à la Chine, pas simplement pour des raisons économiques, mais pour des raisons culturelles, comprendre leur manière de penser, la politique, l'histoire et l'art, puisque cette vidéo s'insère dans une longue série de discussions sur le sens de l'art. Alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai été un petit peu, je dirais frustré par l'émission que je viens de voir sur Arte concernant, je cite, les secrets révélés de la cité interdite. Voilà, une émission dans laquelle on insiste beaucoup sur les dernières trouvailles faites au sujet de la cité interdite, notamment pour s'extasier de la résistance de cette construction au séisme qu'elle a subi depuis sa construction en 1420. Alors, c'est intéressant, mais c'est passé complètement à côté du sens de l'œuvre elle-même. Ce sens de l'œuvre ne peut nous apparaître que si nous revenons à cette définition de l'architecture comme art politique majeur. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui donne au pouvoir politique sa légitimité en Chine? Chez nous, c'est très clair. Chez nous, c'est le vote du peuple qui donne à un président sa légitimité pour exercer le pouvoir pendant 5 ans. En Chine, c'est le mandat céleste. En Chine, un petit peu comme dans nos monarchies de droit divin, il y a un contrat entre le ciel et l'empereur. L'empereur en Chine est le Tianzi, c'est-à-dire le fils du ciel. Et ce contrat lui garantit, pendant toute la durée de son mandat, une certaine sécurité pour lui et pour son peuple. Les cours d'eau sont dans leur lit, la terre ne tremble pas, bref, la nature est en harmonie. Cette notion d'harmonie est fondamentale. Et le Fils du ciel est le garant, par sa vertu, par sa vertu, il est le garant de cette harmonie. Mais s'il perd sa vertu, s'il défaille, s'il faute, eh bien ce contrat lui est retiré. Et c'est le Geming. Geming, c'est le retrait du mandat céleste qui va produire toutes sortes de catastrophes sociales et naturelles qui vont pousser le peuple à la révolution, et c'est traditionnellement ce qui explique les changements dynastiques en Chine. Alors ces catastrophes naturelles, en l'occurrence, puisque nous parlions de tremblements de terre, eh bien ce sont des tremblements de terre. Ça peut être les crues, des inondations qui font, comme vous le savez, en Chine, des dégâts énormes, puisque ce sont des fleuves, le Jiangzijiang ou le Huanghe, qui ont des proportions absolument extraordinaires. Or, Pékin et Xi'an sont sur une ligne d'intense activité sismique. Mais voilà que Zhu Di, du nom de règne Yongle, l'empereur qui va décider la construction de la cité interdite, dont les ancêtres exerçaient le pouvoir à Nankin. Je vous rappelle que le père de Zhu Di, Zhu Yuanzhang, qui a fondé la dynastie Ming, qui a repris le pouvoir au Yuan et a fondé la dynastie Ming en 1368, était à Nankin. Son successeur, le fils de son fils aîné, Dian Wen, était aussi à Nankin.
lorsqu'après quelques années de guerre civile, Zhu prend le pouvoir à son neveu, il décide de déplacer la capitale de Nankin, Nanjing, la capitale du sud. Il va décider, contre l'avis de beaucoup de ses conseillers, d'aller s'installer à Beiping, la paix du Nord, qu'il va rebaptiser Beijing, la capitale du Nord. Alors pourquoi ses conseillers lui déconseillaient-ils d'aller s'installer là-bas? Pour la raison que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire que nous sommes sur une zone d'intense activité sismique. Imaginez que nous construisions notre maison sur une zone d'activité sismique, que cette maison s'écroule. Eh bien, selon la conception chinoise du pouvoir, ce signe serait interprété comme éminemment défavorable. C'est donc extrêmement risqué. Eh bien, c'est pourtant la décision que va prendre Zhu. C'est la décision que va prendre Yongle. Pour un empereur contesté dans sa légitimité, à cause des questions de succession, puisque, comme je vous l'énonçais, il a pris le pouvoir dans un climat de tension extrême. Le pouvoir était légitimement revenu à son neveu. Yongle reprend le pouvoir par la force, par les armes. Donc ayant repris la force par les armes, sa légitimité est fragile. D'ailleurs, beaucoup de fonctionnaires vont la contester, vont refuser de lui faire allégeance et vont le payer très cher. C'est un début de règne, le règne de Yongle, qui est un véritable bain de sang. Les fonctionnaires et hauts fonctionnaires ont été éliminés par dizaines de milliers. Donc, Yongle doit démontrer sa légitimité. Il ne doit pas seulement la démontrer, je dirais même qu'il va faire une surdémonstration de légitimité. Il ne se contente pas d'emporter la victoire sur son neveu, Jiang Wen, il implante sa demeure à Pékin, contre l'avis de ses conseillers, sur une zone sismique. Alors c'est évidemment risqué pour la raison que j'ai énoncée. Eh bien, il faut éviter les accidents. Alors, pendant plus d'une dizaine d'années, 13 ou 14 ans, le chantier est préparé. C'est-à-dire que toutes les pièces de marbre, de bois sont acheminées sur Pékin. Mais la construction elle-même se fait en 3 ans. Évidemment, il faut aller très vite. Pourquoi? Pour vous donner une idée, depuis sa construction en 1420 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 222 tremblements de terre à Pékin. Certains, comme celui de 1629, sont montés à des magnitudes extrêmement élevées, magnitude 8 en 1629. On ne peut pas se permettre de prendre le risque d'un tremblement de terre en cours de construction. Alors, il faut aller très vite. C'est la raison pour laquelle on ne construit pas au fur et à mesure, mais on empile d'abord les matériaux, et puis on passe ensuite rapidement et dans des délais raccourcis à la phase de construction. Comment l'ensemble, qui est étendu sur plus de 10 km², je vous rappelle qu'à ce jour, c'est la plus grande construction humaine sur la Terre. C'est le plus grand édifice architectural du monde. Comment un tel édifice peut-il résister au tremblement de terre? Eh bien la réponse, c'est les Dogongs, évidemment. Aucun mur n'est porteur dans la cité interdite. Les piliers ne sont même pas implantés, enfoncés dans le sol. Tout est posé sur des piliers, eux-mêmes reliés qui en général vont par 8 pour les piliers. Bon, on est dans la symbolique,
des chiffres aussi, on pourra peut-être en reparler, art et mathématiques dans une autre vidéo. Ces piliers sont reliés par des traverses. Ces traverses sont surmontées de dogons. Le terme est intraduisible. Je vous mettrai une photo dans cette vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les dogons, sans avoir besoin d'aller cliquer sur Internet. Et au-dessus de ces dogons est posé le toit qui est très lourd. Ce poids, cette gravité du toit est très importante pour assurer la stabilité de l'ensemble dans un système sans mur porteur, où les dogons assurent la flexibilité du bâtiment. Ces dogons, qu'est-ce que c'est? Donc, vous comprenez bien qu'il s'agit de la pièce maîtresse, en effet, de la cité interdite. Et pas seulement parce que ça permet de résister au tremblement de terre, mais c'est parce qu'en résistant au tremblement de terre, le pouvoir politique assure sa légitimité, résiste à la contestation. Alors, ces dogons ne sont pas du tout une nouveauté dans l'architecture chinoise. Vous verrez sur l'article Wikipédia, si vous le consultez, qu'on en trouve déjà l'utilisation au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une pièce d'architecture, une subtilité de l'architecture orientale qui a déjà au moins 2800 ans. Alors même si les formes de dogong et l'utilisation qu'on en a fait en architecture a pu varier selon les âges, en tout cas c'est un outil bien connu, hein. C'est une astuce bien connue des architectes chinois. Ces dogons, pour ce qui est de la cité interdite, sont faits en cèdre blanc, importé du Sichuan. Donc ils ont fait quelques milliers de kilomètres, ils ont traversé toute la Chine. Mais l'intérêt de ce cèdre, c'est que c'est un bois très solide et imputrescible. Donc là encore, il s'agit de résister à toute vulnérabilité provoquée par l'usure et le temps. Donc ces dogons sont à la fois très solides, puisqu'imputressibles, et extrêmement souples. Alors souples, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont taillés avec du jeu. Alors, je vais vous montrer une photo de ces dogons, mais elle ne vous donnera pas l'idée du jeu. Ce sont des Legos, mais des Legos relativement mobiles, à la différence des Legos que vous trouvez dans le commerce et qui sont bien unifiés, bien solides quand on les clipse l'un sur l'autre. Les dogons ont du jeu, et c'est ce jeu qui va permettre à l'édifice de bouger sans se casser. Sur l'image du roseau, sur l'image du bambou qui ploie, qui plie, qui bouge, mais ne rompt pas. Donc on a, je ne dirais pas le chêne contre le roseau, mais la solidité du chêne dans le matériau même et la flexibilité, la souplesse du roseau ou du bambou dans la manière dont ces dogons sont emboîtés les uns dans les autres. Nous avons là une caractéristique essentielle de la pensée chinoise illustrée dans cet élément architectural majeur. Ce principe de la sagesse traditionnelle chinoise, c'est le principe selon lequel le vide, ce qui permet de jouer, de bouger, est plus essentiel que le plein. C'est un principe qui est affirmé au début du Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, livre qu'on attribue à Lao Tzu. Et c'est l'idée, aussi, deuxième idée, que ce qui est souple va beaucoup mieux résister et aura au final beaucoup plus de force
que ce qui est dur. Rien n'est plus faible et plus souple que l'eau, dit Lao Tzu. Mais pour vaincre ce qui est dur et fort, rien ne peut les surpasser. Je cite en traduction, vous m'excuserez, mais vous comprenez l'idée. C'est cette idée fondamentale du taoïsme que les Dugong mettent en œuvre dans l'architecture de manière très concrète. Donc on a là un bâtiment tout à fait inédit, sans fixation au sol, qui repose sur le poids des toits, qui lui assure gravité, stabilité. On a finalement donc une mobilité des piliers au sol qui peuvent bouger et ne vont pas se casser parce qu'ils ne sont pas fixés. On a un lien, cette notion de lien est très importante aussi. Le lien, ce qui relie, c'est l'énergie, c'est une illustration de la notion d'énergie. Les traverses relient l'ensemble et la souplesse du tout est assurée, la souplesse antisismique est assurée par les Dogong. Voilà, alors là on a un édifice tout à fait original qui n'est pas simplement une performance technologique, même si c'en est une, évidemment. Je comprends les réalisateurs du documentaire Arte que j'évoquais, puisqu'aujourd'hui nous serions absolument, même avec les outils qu'ont les architectes modernes, nous serions incapables de faire un bâtiment de cette taille, capable de résister à des tremblements de terre de magnitude 8, 9 ou 10, puisque vous verrez dans le documentaire Arte, si vous le regardez, que, en l'occurrence, un bâtiment reproduit selon les principes mêmes de l'architecture traditionnelle chinoise, avec ses dogongs sans fixation au sol, etc., est capable de résister en laboratoire, à un tremblement de terre de magnitude 10 sans se casser. Donc on a effectivement une performance technologique qui peut étonner les Occidentaux. Mais si on en reste là, on passe à côté du sens profond de cette performance. La cité interdite, et c'était bien le but, a résisté à 222 tremblements de terre. Alors, c'est pas tellement Yongle qui en a profité, puisqu'il est mort seulement 4 ans après avoir terminé les travaux de la cité interdite. Il est mort en 1424. Mais on peut dire qu'il a créé, lui et ses ingénieurs, un bâtiment inspiré des principes de la pensée taoïste appliquée à l'architecture, que la technologie moderne ne peut égaler, mais qui a surtout servi à justifier sa légitimité au pouvoir. Voilà, j'espère que ces quelques éléments d'information vous auront permis de mieux saisir le sens politique de cette œuvre d'art gigantesque qui est la Cité interdite et que je vous invite à venir visiter avec nous cet été à Pékin. Bonne journée et à très bientôt.